Bonjour tout le monde. On va parler de microservices, on va parler de continuous deployment. On ne va pas parler que de vente privée. En effet, je suis chez vente privée, je pense que tout le monde connaît un peu vente privée. Savoir que vente privée est en pleine transformation IT. On a depuis 6 mois décidé de devenir une vraie boîte tech. Sans doute pas, on voit ce que vous voyez sur le site est une chose, mais on a une grosse partie de back-end et de transformation. Enfin, on a une IT qui est assez développée et qui est en plein développement, qui depuis 15 ans explose, et à un moment, on ne peut plus vraiment la contenir. Donc on a un vrai travail de transformation. Moi, à mon niveau, je suis lead DevOps en fait chez Vente Privée, sur la partie back-end. On a un projet qui n'a pas d'échéance pour l'instant, mais on a un projet de transformation de toute l'IT. À savoir que l'IT aujourd'hui, c'est des serveurs SQL qui ont pour la plupart plus de 10 ans. C'est du .NET, de l'ASP et un peu de techno un peu vieillissante. Et les volumes font que, et les demandes font que, et les nouvelles intégrations font que. Et un peu, une nouvelle décision IT a été de repartir de zéro. Donc on se sert de ça pour intégrer un truc cool. Pour intégrer plusieurs trucs cool, on fait des microservices, donc on fait un redesign de tout le back-end. Le front-end ne va pas être transformé, votre appli iPhone ne va pas changer dès demain, mais tout le back-end change. On part sur des microservices, sur du gRPC, quelque chose de scalable, de hautement disponible. Bon, de ce que j'en sais, aujourd'hui, vente privée n'est pas trop indisponible, vous recevez à peu près vos colis, parfois les bons, parfois pas les bons, mais ça ne suffit pour rien aujourd'hui. Et on va être agnostique de toute plateforme. Juste pour une petite information, qui utilise ici Kubernetes? Qui connaît Kubernetes? Un peu pour un niveau d'information, cool. Ah ouais, cool. Et Linkerd, qui a déjà entendu parler de Linkerd ou utilise Linkerd? Cool. Ils sont regroupés en plus. Il y a tout un groupe. Ok, les objectifs des DevOps chez nous, à savoir qu'on a 8 équipes DevOps, chacun gère un peu sa partie, mais on essaye d'avoir des objectifs communs, des méthodes communes, un peu le truc classique du DevOps, mais qui est un peu difficile à mettre en place, mais qu'on met en place au fur et à mesure. De la CI, bon, pour le coup, sinon on n'est pas DevOps. Du tooling, beaucoup de tooling, on essaye d'en développer le maximum, on essaye de prendre les bonnes idées à droite, à gauche, de faire du Docker, du Rockit, enfin, toutes les idées sont les bienvenues en fait. On s'est ouvert à l'école 42, on s'est ouvert à Epitech. Il y a plein de micro-projets et de mini-projets qui sont développés, et côté DevOps, on essaye d'intégrer ça. On veut couvrir toutes les parties des déploiements. Par là, j'entends de ne pas donner la main aux devs et de ne pas avoir une prod trop importante dans tout le process de déploiement des nouvelles applications. On va avoir quelque chose de fluide, mais on veut que les DevOps restent maîtres en fait, de la plupart de la chaîne. Mais je vais expliquer pourquoi ensuite. Le but est de rester simple. On ne veut pas être dépendant de quelconque plateforme, que ce soit Amazon ou même quelconque techno. Ne pas être dépendant de Docker serait compliqué aujourd'hui, mais on essaye d'être le moins attaché à des technos quelconques. On veut rester autour du microservice. Aujourd'hui, on a un projet qui est axé sur les microservices, mais on veut qu'il devienne pilote pour tous les projets, chez Vente Privée, sur le back-end, sur le front-end ensuite. Mais voilà, on veut être un peu pilote. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une visibilité, enfin notre projet a une visibilité assez importante chez Vente Privée, mais c'est le but en fait, c'est même nécessaire. Et là où Kubernetes est intéressant et toute la suite intéressant, c'est qu'on veut monter des environnements et des applicatifs à la demande. Pourquoi? C'est pas juste pour le fun, c'est que Vente Privée intègre des sociétés étrangères, beaucoup. Aujourd'hui, on ne le voit pas vraiment, mais il y en a une petite vingtaine, si je ne me trompe pas, qui ont des méthodos, des technos totalement différentes, qu'on a du mal aujourd'hui à intégrer. Et on va leur proposer juste un environnement à la demande. Donc là, on va parler de cluster Kubernetes, mais on leur propose un cluster Kubernetes avec tout ce qu'il faut pour vendre des chemises. Le début, la fin. Pourquoi est-ce qu'on utilise Kubernetes? C'est vrai qu'on pourrait se poser la question. C'est adapté, pour moi, enfin ça c'est mon avis, c'est adapté aux microservices. La communauté est assez forte, bon, elle est assez compétente en plus. Les labels, les pods et les namespaces sont 3 données qui nous ont servi, nous servent en tout cas, à créer notre continuous delivery. On se sert vraiment de toutes les composantes de Kubernetes pour avoir un déploiement continu. Et parce que c'est fun. L'info qui est en bas est vraie. On utilise Tectonic. Qui utilise Tectonic ici? Ah, personne.
C'est dommage, parce qu'il y a la conf CoreOS. Donc Tectonic est un produit CoreOS, d'intégration de... Enfin, il crée un... Ah, SA. OK. Il crée un cluster Kubernetes Vanilla, à peu près simple. Il rajoute du RBAC, il rajoute une UI qui est assez intéressante. Et il utilise CoreOS en tant que CoreOS container. Donc c'est assez intéressant, c'est pas définitif chez nous. Voilà, encore une fois, on ne veut pas rester attaché à Tectonic. Si je remplace Tectonic demain par Rancher, ça nous prendra très peu de temps en fait. Kubernetes au niveau DevOps, alors ça c'est encore une fois, c'est pas une étude, mais c'est une réflexion qu'on se fait. Kubernetes, ok, c'est un outil formidable, il y a énormément d'avantages. Mais les avantages sont que les ressources, enfin, ça facilite l'utilisation des ressources. Via les labels, en fait, on opacifie un peu la gestion du matériel, mais la gestion des zones Amazon ou je sais pas, de la conf. On l'opacifie, on la remplace par des labels, par des nodes sélecteurs et autres. Chez nous, c'est très intéressant parce qu'on a cette couche d'abstraction qui nous permet, nous, de créer des templates et de livrer tel quel, en oubliant totalement ce qu'il y a derrière. Et on veut rester comme ça, en fait. Donc, l'utilisation des deployments Kubernetes est user-friendly, même si pour moi, il impose quelques petits dangers. D'ailleurs, je le mets juste en bas. C'est un débat qu'on a eu, c'est que pour moi les déploiements ne sont pas réellement des déploiements tels que je l'entends. Il y a Xebia qui pourra confirmer ça par exemple, on en a parlé tout à l'heure. Mais pour moi un déploiement sur Kubernetes déploie. Et pour moi un déploiement il doit garantir la totalité de la chaîne de déploiement. C'est-à-dire déployer un pod, déployer plusieurs pods et garantir qu'entre eux ils se comportent bien. Mais avoir des espèces de méthodos pour comprendre que le pod est debout et que l'application est up. Pour moi, un deployment, c'est on déploie une application, on ne déploie pas un pod, on déploie un composant d'une application. Bref, c'est un long débat. L'immaturité de Kubernetes, c'est de moins en moins vrai. Par la suite, on utilise Helm. Est-ce qu'il y en a qui utilisent Helm? Sûrement. Beaucoup. Personne n'utilise Helm? Ah, ça, je suis très curieux. Helm est un projet qui est maintenant... Enfin, qui est chez Kubernetes. Helm est en fait un gestionnaire de package. Alors, c'est un mot assez vaste, mais en dehors de la donnée floue du packaging, Helm permet de faire du templating en fait, sur les déploiements sur chaque objet de Kubernetes. Helm va permettre de faire du templating, un peu à la GoTemplate, c'est assez proche. Nous, ça nous permet d'avoir un seul template Helm pour toutes nos applications sur tous nos environnements. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. On maintient un seul template pour toutes nos applications. Derrière, on utilise des valeurs qui vont remplir ces templates-là. Et en plus, Helm permet, c'est ce que je mets en bas, c'est Helm permet d'utiliser des pré-hooks et des post-hooks. C'est-à-dire qu'on peut générer des jobs ou des pods, enfin on génère ce qu'on veut en fait, avant de livrer. Et ensuite, on peut en générer après livrer. Et on peut aussi maintenant... On l'utilise aussi, mais on peut utiliser Helm. Helm va garder une base de données, enfin, va fonctionner sur le cluster Kubernetes, va se poser, un service stealer, il va stocker tous nos déploiements, toutes nos livraisons via Helm, il les stocke, et en fait, il stocke le statut via ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est un hooks qui va générer un statut, on lui dit que c'est un statut, et voilà comment on a le statut de l'application. Ça permet d'avoir une couche au-dessus, en fait, juste du statut du pod, ok, il expose et... Le process est up, mais ça ne garantit pas que l'application soit up. On peut générer un statut, en fait. Helm est assez intéressant, il a été instable pendant assez longtemps. Aujourd'hui, on l'utilise en prod. Un petit exemple, alors ça c'est un exemple pour NGHTTPX, voilà comment se comporte aujourd'hui un template. Alors pour le coup, il est simplissime, c'est un template. La première partie, c'est un template, la deuxième partie, c'est des values. Il faut considérer que c'est deux fichiers. Les values remplissent le template, ce qui est assez classique pour un templating. Et les hooks, ici on a un hook de post-installation qui va, une fois que tous les pods sont démarrés, va exécuter. Alors ici, il exécute, on ne le sait pas, s'il exécute un container, mais ça peut être un pod, ça peut être un job, ça peut être n'importe quoi. À savoir que le job, je ne sais pas si ceux qui utilisent Kubernetes utilisent le job, est pour moi assez dangereux. Un job va s'exécuter, mais par contre, un job va exécuter un pod, mais si le pod tombe, le pod se réexécute continuellement. C'est-à-dire que laisser un job, je vois qu'il y en a qui confirment, c'est-à-dire que laisser un job toute une nuit, le pod va créer les 120 000 pods et va atteindre la limite.
Voilà, ça fait un bel incident de prod juste pour un pote qui fait un LS, en fait. Parfois, c'est un peu injuste, en fait. Mais c'est pour ça qu'on est là. Alors, on a décidé de gérer les déploiements, de gérer les déploiements via du traffic management. Je m'explique. Aujourd'hui, les backends qui sont déployés sont des simples API codés en Go qui font du gRPC, qui exposent un microservice, enfin un service. C'est le principe des microservices. On a des services qui sont très légers, de l'ordre de 3-4 mégas sur mémoire. On peut se permettre, sur notre cluster, de déployer toutes les versions de tous nos services, toutes les versions avec toutes les branches, tous les forks, enfin bref, on fait notre DevOps comme on veut. On déploie toutes les applications sur notre cluster. En soi, ça impose que ces applicatifs-là soient stateless. C'est-à-dire qu'on ne va pas écraser de la donnée, réécraser de la donnée sur une base de données en déployant les 40 services sur le même cluster, ça n'aurait pas de sens. On va gérer notre déploiement via de la gestion de trafic. Alors je sais qu'il y a Traffic qui a fait une conf ou qui va faire une conf, qui pourra expliquer ça presque aussi bien que moi, mieux que moi. Mais on peut utiliser Ingress via Kubernetes. Alors nous, de notre côté, on ne peut pas utiliser le service Ingress de Kubernetes parce qu'il ne gère pas le gRPC. Savoir que tous nos services communiquent en gRPC et Ingress n'utilise pas le gRPC, ce qui est dommage pour un produit Google. Traffic ne gérait pas le gRPC quand on l'a implémenté, Kong non plus. Donc on a utilisé Linkerd. En plus, on avait pas un passif, mais on connaissait les gens de Linkerd, on a travaillé avec eux. Linkerd est un produit assez intéressant. Linkerd, c'est un reverse proxy, pour le coup assez simple, qui n'est pas basé sur NGINX, mais sur Netty et Finnegan. C'est un produit qui est codé en Scala, qui fait du service discovery, qui fait du routing dynamique, du load balancing, de la gestion d'erreurs, enfin de la gestion de failure, du traffic shifting, c'est ce pourquoi on l'a utilisé, et on peut l'interfacer avec n'importe quel langage, n'importe quel environnement. Il est utilisé au départ chez Twitter, il est utilisé chez Pinterest, il est utilisé dans certaines banques, chez Monzo, pour ceux qui connaissent. Linkerd est un produit très puissant, en pleine évolution, très intéressant. Il est totalement indépendant de Kubernetes. Aujourd'hui, on en parle pour Kubernetes, mais on pourrait très bien en parler pour un autre produit. Sauf qu'il a un connecteur Kubernetes qui lui permet de connaître en fait les noms de vos services. Alors, c'est assez simple pour Kubernetes. On passe par un DNS ou autre, le DNS de Kubernetes, mais on peut monter notre table. Alors ici, bon, le schéma est parlant, mais un peu complexe. Enfin, un peu complexe. C'est-à-dire qu'on a Linkerd se compose il y a deux composants. Il y a un Linkerd qui est lui le routeur et NMRD qui lui va donner les noms. C'est assez simple. Linkerd va router les messages et NMRD va lui donner les noms correspondant à ces requêtes. Je l'explique juste après. C'est assez simple. Aujourd'hui, avec Kubernetes, l'utilisation basique, c'est ça. C'est un Linkerd qui reçoit une requête. Je veux bar/hello. Il demande à NMRD qui est bar. NMRD consulte soit l'API Kubernetes, soit DTAB, soit un fichier XML, soit un fichier JSON, ce que vous voulez, et va donner à Linkerd, généralement, il lui donne juste l'IP, en fait, en retour. Il donne l'IP ou l'IP du réplica set. Donc, il donne 3 IP. En utilisation avancée, ce que l'on fait un peu plus, et ce que j'explique à droite, c'est qu'on utilise des labels. On utilise une DTAB. Alors une DTAB, c'est simple, c'est un simple fichier, enfin c'est une base, mais c'est un simple fichier qui va expliquer la route comme ceci. Et nous, on l'utilise en fait par nom de domaine. Sachant qu'on on dit domaine, en gros, on utilise foo.venteprivée.com, alors tu vas sur le service /grpc. Bon, c'est pas le cas chez nous, heureusement. Mais voilà comment fonctionne de base le routing. Alors, notre utilisation, là où est la magie en fait en déploiement continu, c'est que ce routing-là, il est dynamique. On peut le baser sur les noms, on peut le baser sur l'URL, on peut le baser sur un header, tout simple. Et c'est là où j'en viens, c'est qu'on peut, ayant déployé tous nos applicatifs sur notre cluster, on peut rediriger les requêtes vers une version de l'application ou vers une autre version en fonction de ce qu'on veut. C'est-à-dire en fonction de l'URL qui a été demandée, en fonction du header, en fonction de la version du client, en fonction de la nature du client, si c'est une femme, si c'est un homme, s'il veut acheter des jupes, s'il veut acheter des pantalons ou des voyages. Mais c'est comme ça qu'on fait du canary en fait. On fait du canary déploiement comme ça, c'est-à-dire qu'on va router le trafic au fur et à mesure. Et l'intelligence aussi, elle est qu'on va router 1% du trafic vers la nouvelle version de l'application.
On va analyser les erreurs, un peu comme le fait Netflix, je ne sais plus le nom de leur fonctionnement, mais on va router 1% du trafic du back-end. On va analyser les erreurs, et en fonction des erreurs, et des performances, et de ce qu'on veut, et des métriques, et des KPI que l'on désire, on va router le trafic au fur et à mesure vers la nouvelle version de l'application. C'est ce que j'en parle ici, c'est que aujourd'hui, on peut, de la même manière, en fait, gérer en fonction des environnements. Nous, nos environnements, alors certains qui viennent de la prod vont un peu sourire, mais notre environnement, on n'en a qu'un. On a un seul cluster qui gère la prod, la pré-prod, les devs, les versions d'intégration, ce que vous voulez. Chaque environnement est un namespace. Ouais, c'est dangereux, mais ça marche. On a 2 clusters. On a un cluster de prod, un cluster de dev quand même. Mais pour simplifier, on a un cluster et la séparation des environnements se fait par la gestion des namespaces de Kubernetes. Et tout notre routage, en fait, se fait via Linkerd sur ces environnements-là. On a une première couche de routage qui est celle vers les environnements, et on a une deuxième couche de routage qui va vers les services. C'est ce que je montre ensuite. Nos services, je les décris assez rapidement ici, c'est des API stateless, qui sont scalables et qui sont versionnées par le nom du service, qui communiquent entre elles, avec du proxy HTTP, du proxy gRPC. Et la gestion des namespaces, c'est juste ça. On a un namespace dev, un namespace staging et un namespace de prod qui n'apparaît pas là. Question de confidentialité, on n'a pas mis prod, c'est quand même curieux. Et à la demande. Mais par contre, on peut créer un environnement. C'est là où les DevOps sont très contents, c'est qu'on peut créer un environnement en copiant la configuration et les services et les routings. On fait un clone d'un environnement de prod, on crée une pré-prod en l'espace d'une minute, 1 minute 30 à peu près. Donc on prend une prod, on copie exactement les mêmes versions, c'est un fichier JSON, et on a une pré-prod qui est ISO. On gère les ressources, les limites et les quotas de ressources, et on gère aussi le airback via le service airback de Kubernetes, c'est-à-dire qu'on peut donner accès à la pré-prod, directement dans le cluster, en fait, on peut donner accès à certains utilisateurs, à certains environnements, ce qui est un peu complexe quand on a plusieurs clusters. Ici, on a une cohérence dans la gestion du cluster. On a un cluster avec le même matériel, avec ses limites par namespace, donc par environnement, prod, pré-prod, intégration, et on les gère un peu dynamiquement avec un seul fichier de configuration. Alors en effet, ça demande un peu de rigueur, parce que la prod reste sur le même cluster, mais on reste cohérent. Alors Linkerd, c'est un daemon set, c'est ce que j'explique ici, qui se comporte comme des routeurs, un ou plusieurs routeurs. Ici, on a un routeur qu'on a appelé ingress, qui est un routeur d'entrée, qui lui va rediriger vers chacun des environnements, et on a un routeur de service, qui lui va rediriger vers chaque service. Ici, on a un service qu'on appelle article, un article étant une jupe, ou un voyage. Oui, vente privée vend des voyages. On vend. On a un article version 100, version 101 et version 102. Ce sont des répliques assets ou des daemon sets. On les a déployés sur tout le cluster et on fait du pair namespace routing, c'est-à-dire qu'on décide que service/article va rediriger vers qui va rediriger vers le namespace dev sur le port gRPC sur le service article-100. C'est juste cette ligne-là qui décide du routing, en fait. Donc la mettre à jour, revenir en arrière pour les rollbacks, c'est juste idéal. On change une ligne, alors c'est un appel API, c'est pas une ligne dans un fichier, sinon c'est pas très souple, mais on utilise l'API pour faire nos retours arrière, faire du traffic shifting, on peut aussi décider qu'on va vers un port sur une version et un autre port sur une autre version. Je m'explique, vu qu'on est en microservices et que les microservices communiquent entre eux, on peut très bien mettre à jour une feature sur un ou deux services et router notre trafic juste sur ces features-là pour pouvoir tester. Et même, on peut gérer le routing interne de cette manière-là. C'est-à-dire que de l'externe, on ne va pas pouvoir, je ne sais pas, utiliser un service V2. Par contre, en interne, nos appels se font la V2. En externe, se font la V1. Ça demande un peu de rigueur, un peu de clarté, un peu de reporting sur qui utilise quoi et comment. Mais par contre, ça amène une souplesse assez intéressante. Je le montre ici un peu plus en détail. Ici, je parle de traffic shifting. Donc on s'amène au canary deployment, c'est-à-dire que on a le service, donc c'est un service Kubernetes article 100, on a un service article 101, les deux sont déployés de la même manière, et on va basculer
au fur et à mesure du trafic, c'est juste une note en fait sur la conf Linkerd. On fait 90% du trafic vers 100 et 10% vers 101. Étant donné que c'est une API très ouverte, très simple, on peut très bien interfacer un Jenkins que vous voulez, votre API en interne, pour pouvoir gérer le volume de trafic en fonction de ce que je disais tout à l'heure, de métriques, de retour métier, d'analyse d'incidents, de retour du load balancer qui retourne des codes 500 sur la version 101. Vous remettez votre trafic à 0 sur la nouvelle version. Alors, aussi, ce que je disais, c'est que ça impose de ne pas utiliser un back-end style SQL Server, où on a inséré de la donnée avec la nouvelle version. Là, pour le coup, on ne peut pas faire revenir le SQL, il faut gérer des rollbacks, il faut gérer tout ça. On le gère aussi, à savoir que Linkerd, aujourd'hui, fait du HTTP, HTTP2, donc gRPC, Enco, et du HTTP1 très simple, sur le requête GET. Et Linkerd développe une version TCP. Donc on pourra très bien utiliser sur l'après, sur le back-end. Nos services vont communiquer avec d'autres services, ou communiquer avec PostgreSQL, SQL, ce que vous voulez. On pourra balancer les requêtes sur un back-end ou sur un autre. Ça va être un peu plus fun, mais ça se fait. Là, je donne les différentes magies en fait, de Linkerd. On peut tester 2 versions pour du benchmark, pour de la non-régression. En effet, vous avez un workflow de déploiement dans Jenkins, dans ce que vous voulez, ou avec Xebia, ce que vous voulez. Et à la fin de votre déploiement, vous faites votre benchmark sur votre nouvelle version. Votre nouvelle version est déployée sur le cluster. Elle utilise les mêmes ressources que la version actuelle. C'est juste que vous créez une route, là je l'ai appelée article-last, mais qui peut être article-benchmark-demo-next, et vous faites pointer tout votre benchmark sur cette URL. Vous faites vos tests, que ce soit en automatique ou à la main, ou avec du reporting, avec de la validation. Ce qui vous reste à faire pour passer en prod, c'est juste renommer la ligne article-next ou -last vers article. Et le trafic va basculer sans aucune rupture du trafic. Il n'y a aucune rupture, il n'y a pas de fork comme pourraient le faire d'autres routeurs. Le routeur est géré en amont. On fait aussi du service to service, et le service to service suit en fait cette règle de routage. Si on fait ça d'une manière globale, c'est-à-dire que tous les services, le service foo /x qui va appeler article lui dans son code, je ne sais pas, le service jup va appeler le service article, il va toujours appeler le service article, Linkerd va toujours lui renvoyer le même nom, mais par contre, lorsqu'on aura basculé la route, il va lui renvoyer un autre nom, mais il va switcher la route. Ce n'est pas au prochain appel où il va basculer, même sur gRPC qui peut gérer du streaming et autres, le streaming va basculer. Et ça fonctionne. Que ce soit en service vers service et client to service. C'est ce que, je l'explique un peu plus complètement ici, mais on a plusieurs services qui se suivent. Et pour créer un environnement à la demande, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a notre environnement sur un texte, on change le nom de l'environnement vers on demand, on fait un create namespace à la demande, et on fait un update, on a toutes nos routes qui se mettent à jour sur tous nos services. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser plusieurs environnements sur le même service, sur le même applicatif. On peut router plusieurs requêtes de plusieurs URL, de plusieurs environnements, vers un seul service. En fait, c'est juste une souplesse. C'est une souplesse supplémentaire qui permet de gérer un routing par une configuration qu'on appelle la DTAB, mais qu'on peut générer comme on veut, qui se résume souvent en 3, 5, 10 lignes pour tout un IT, enfin tout un service. Ici, voilà, j'ai remis notre workflow de déploiement qui est assez simple. On fait un push sur Git, on fait un build dans Jenkins, on pousse sur Docker Hub, c'est les images Docker. Helm, on fait un build. Alors le Helm build, il est très simple, c'est juste du templating, on remplit un template, on le valide et on le déploie. Une fois qu'on l'a déployé, le service est là, mais il n'est pas connectable. On teste la route, c'est-à-dire qu'on crée une route -last-next ou le nom de la branche du développeur en soi. Donc le développeur, en gros, il reçoit sur Slack par mail, il reçoit son URL. Il crée un service, il le déploie, il a créé sa branche, il a nommé sa branche, il a tagué sa branche. On lui crée une route avec le nom de sa branche qu'on a formaté. Parce qu'ils ont l'habitude de mettre des dièses et autres, c'est pas très pratique. Donc on renomme la route, on l'a créée, on lui envoie par Slack, voilà ta route, tu as créé ce service-là. On lui envoie sur Slack son URL, et l'URL est disponible avec la version de son service. Et le bot Slack, il peut discuter aussi avec lui pour supprimer la route s'il a fait une erreur. Enfin, c'est assez fun. On fait des tests de non-régression, on fait de la rollback. S'il y a une régression, on fait un rollback automatique en prod, en pré-prod et autres.
Ça permet de ne pas avoir à gérer des rollbacks un peu à la main en urgence. Une vision plus générale. La pré-prod, c'est ça. Les orgas, le timer, il marche pas. Ouais, notre infra aujourd'hui, elle est un peu comme ça. Enfin, notre vision applicative de l'infra, elle est un peu comme ça. C'est qu'on a un seul Elastic Load Balancer, pas qui tombe, un routeur ingress, et qui lui va rediriger juste en fonction du... Ici, à gauche, c'est PPD pour pré-prod, mais juste en fonction de cette comment on appelle ça? Un sous-domaine, pardon. En fonction du sous-domaine, va rediriger vers un autre routeur Linkerd. À savoir que les quatre routeurs Linkerd sont le même process. Ici, je les ai présentés comme ça, mais c'est le même. Il y a un seul daemon set, Linkerd, qui gère lui-même ses routeurs. On lui déclare des routeurs dans un fichier de conf. Et tout le reste, qui est un peu l'intégration continue qui est représentée là, on a un workflow, un Go Workflow, c'est un codage maison qui va permettre de générer des workflows plutôt que de lancer des daemon sets comme ça à la volée. On va avoir des étapes de préparation un peu, de tests et autres, qui lui se connectent à APA, une référence que je ne connais pas, et à Slack en fait. Donc on communique avec Slack, avec tous les développeurs, quels qu'ils soient. Le développeur va créer son service dans un repository, et ça peut être n'importe quel service de n'importe quelle nature. Il nous donne une manière de le tester, une manière de le valider, juste une string pour dire le service est vivant, pour avoir le readiness ou le live status. On a un live et ensuite il a son service il a son URL qui correspond à son service sur Slack. Donc ouais, c'est assez vaste, mais comme on le voit là, sur chaque namespace, on déploie tous nos services, toutes les versions de nos services. À savoir, c'est que Linkerd aussi, il ajoute une couche. Alors, il gère le SSL, mais c'est pas là où je voulais en venir. Il ajoute une couche de sécurité, c'est-à-dire que il analyse le header en fait, parce qu'on a un header host qui permet d'identifier le host, mais en fait, on va éviter. On aurait pu en fait exposer directement les services Kubernetes tels quels avec les URL et un ingress, mais on va éviter en fait que, je ne sais pas, sur le master, que le 102 soit contactable, enfin qu'on puisse le toucher juste avec l'URL. Cette dite table-là va permettre de filtrer en fait les requêtes et d'avoir c'est une couche de sécurité qui est assez basique. On en gère une autre, heureusement, mais on a un statut clair de nos routages et on a un statut clair de notre utilisation, enfin de nos routes. Alors on a une UI, Linkerd propose une UI de visualisation, je ne l'ai pas ici, parce qu'elle est en pleine évolution en fait chez Linkerd. Elle n'est pas très parlante, donc ça avait peu d'intérêt que je vous la montre. Le workflow, qui est assez simple, c'est un push sur GitHub, du Jenkins qui fait des tests unitaires, qui push, et qui crée en fait via notre fameux Go Workflow et le référentiel etcd, qui va juste créer les labels en fonction des builds, donc il crée les labels sur Kubernetes, enfin sur nos services Kubernetes et sur nos pods, et à la suite de ça, va créer dans Linkerd, va ajouter une route, ici c'est //article, mais à chaque version qui est créée, il va créer une route, et va communiquer sur Slack. Le développeur, il a juste appuyé sur un bouton avec les Slack, je ne sais plus comment ça s'appelle, les messages interactifs, et il clique sur le bouton pour déployer sa route. Que peux-je vous dire? Est-ce que j'ai le temps pour une démo? Je ne sais pas où est l'orga. Qui a l'heure? Non? J'ai pas de timer. J'ai le temps? Bravo. Ok. Alors ici, c'est... désolé, c'est pas... Ça va, vous voyez à peu près? Un problème avec l'écran, mais... En fait, en haut à gauche, j'ai... c'est un script qui envoie des statuts sur une URL. Ici, ce que je voulais vous montrer, c'était le traffic shifting. C'est ici... Je ne peux pas sélectionner ma fenêtre. Mais en haut à gauche, en haut à droite, pardon, j'avais un présenteur ici. Voilà. Est-ce que on peut voir? Ouais. Ici, cette ligne-là, ici on est en prod. Enfin non, on est en intégration, pardon. C'est presque la prod vente privée. Ici, on a une route qui désigne que 70% du trafic va sur cette version et que 30% du trafic va sur cette autre version. Et on le voit en live, c'est-à-dire que les requêtes en haut à gauche, c'est des requêtes de statut, qui vont envoyer un statut toutes les, je sais plus, 100 millisecondes, je crois.
À droite, c'est le service qui a 70% du trafic, et à gauche, c'est un service qui a 30% du trafic. On va voir que, à peu près... Alors, on le fait via des call API. Tous les DevOps ne se tapent pas la ligne de commande à longueur de temps. Mais il faut des terminaux qui marchent, en fait. C'est la base. OK. OK. C'est pas moi, c'est macOS. Alors voilà, c'est représenté comme un fichier, c'est assez simple, mais ça c'est ce qu'on appelle une D-table. Là on le voit en dessous, on a tous nos services, qui s'appellent articles, sessions, et on gère aussi Prometheus, vous avez vu Prometheus tout à l'heure, mais on gère tous nos produits aussi internes au cluster, que ce soit Prometheus, Grafana et autres, via les D-tabs. Tant que ce sont des calls HTTP, on peut les gérer comme ça. Mais ça amène plein de possibilités en fait. Vous déployez une version de Prometheus, vous la mettez sur un namespace de prod, sur le même namespace que l'autre Prometheus. Il faut juste que le nom du service ne soit pas le même. Et vous gérez cette route-là vers Prometheus, vers une nouvelle version ou une ancienne version en fonction ou de l'utilisateur, ou de votre utilisation, ou du namespace, ou de l'URL. Ça donne une souplesse assez intéressante pour des services tout simples comme Prometheus, pour Grafana, pour une version de votre API qui gère le cluster, pour une version bon, pas de Kubernetes, il ne faut pas exagérer non plus, mais pour toutes les versions de vos applicatifs qui sont intégrées dans le cluster, vous gérez les versions dans un seul et même fichier, avec une seule et même API qui, elle, est répliquée sur tout le cluster, qui se sauvegarde, que vous pouvez sauvegarder, que vous pouvez gérer via une UI ou tout ce que vous voulez. Après, je suis pas développeur front, mais je pense que ça peut être intéressant de le faire. J'ai pas été assez vite. Ici, je vais changer le trafic, je vais basculer, je vais faire, au lieu de 70-30, on va faire 30-70. Mes raccourcis ne marchent pas non plus, c'est fun. Heureusement que c'est pas long. Et là, on a basculé, on le voit. J'espère qu'on le voit. Mais le trafic est passé à gauche. On a 70% du trafic qui est passé sur le service qui est présenté à gauche. Et 30% qui est passé à droite. Voilà. Si quelqu'un, je pense qu'on va passer aux questions rapidement, plutôt que de faire des démos avec plein de lignes noires et blanches. Ouais. Après avoir testé Envoy, après avoir testé Linkerd, Envoy, Kong, Traffic et autres, Linkerd est celui qui est le plus performant. Alors, c'est pas celui qui consomme le moins de ressources, clairement pas. Pour des raisons qu'on travaille avec eux, mais alors le routeur Linkerd en lui-même ne consomme, il est sous les 100 MB, je crois, par nœud. C'est juste le namer, pour une raison totalement inconnue, consomme à peu près 2-3 gigas, en fonction des requêtes. Mais c'est juste le namer, c'est juste celui qui donne le nom. Le routeur en lui-même ne consomme rien. Ça, c'est à voir avec eux. Mais la V1 est sortie il y a 3 semaines, donc je pense que on avance. Mais sinon, niveau performance, on a en tout cas en HTTP2, parce que notre utilisation est purement HTTP2. Au niveau des performances, c'est celui qui est le plus performant, en tout cas dans nos environnements. Ouais. Oui, en fait, j'ai pas vu dans le schéma là où il y a le CI, le chemin complet de CI chez vous. En fait, j'ai pas vu comment vous gérez la promotion d'un namespace à un autre. La promotion d'un namespace à un autre. Alors, non, ça n'y est pas parce qu'on ne fait pas de promotion en fait. On ne fait pas de promotion, c'est-à-dire que chaque service que l'on crée, déploie, alors sur les branches master, mais chaque service que l'on crée, que l'on versionne, va être déployé sur tous les namespaces. Donc sur tous les environnements. On déploie tous les services sur tous nos environnements. Étant donné qu'ils sont stateless, qu'ils sont censés ne pas consommer et qu'on les a testés avant, on les déploie sur tous les namespaces et c'est ensuite le routing qui va faire la promotion. Du coup, il n'y a pas de spécificité suivant l'environnement, je sais pas, moi, une base de données. Il y en a, on le gère avec web services. Voilà, on le gère avec Helm en fait.
Ah, ok. On le gère avec Helm et les variables d'environnement. Donc Helm, en fait, va pousser des variables d'environnement différentes en fonction du namespace. Deuxième question. D'accord. C'est la seule différence entre un service qui est en intégration en pré-prod et en prod, c'est une variable d'environnement, en fait. Parfait. Et une deuxième question. Pour le push des images Docker, est-ce que vous faites une validation de l'image Docker si elle respecte certaines spécificités, sécurité Non. Ok. Avant de la pusher, Mais le repo n'est pas d'enregistrer. public. Ouais, mais... Non, on n'a pas encore cette étape. C'est-à-dire que le projet a moins de 6 mois. On n'a pas encore cette étape de validation et de vérification, que ce soit les sécurités, versionning et autres. Ouais. Bon, pour le coup, l'image Docker, c'est une image Go avec du code. Rien de plus. D'accord. Ok. On a des bons développeurs Go. Je n'ai pas entendu ces questions, je suis désolé. J'arrive. Elle court. Et vous n'avez pas votre propre enregistré Docker? C'est une bonne question. Non, pas encore. Mais pour l'instant, Docker Hub répond en fait tout à fait à ce qu'on souhaite. C'est-à-dire pusher à peu près 80 à 100 images par jour. Oui, les développements sont assez lourds, mais oui, on n'a pas encore l'infrastructure qui accepterait ça en fait. Ma réponse, elle est là. Donc c'est en cours. Mais pour l'instant, oui. Enfin, il y a énormément de projets chez Vente Privée, et Vente Privée devient une boîte vraiment tech. Il y a des gens de Docker qui sont venus, il y a des gens d'Amazon qui sont venus, il y a des gens de Google qui sont venus chez nous. Donc c'est une boîte qui devient vraiment tech, pour le coup. Ça n'a pas l'air comme ça, Vente Privée, on ne fait pas que vendre des chemises, mais on devient vraiment un fournisseur tech et un bon développeur tech. C'est pour ça que j'y suis. Non, je dis pas ça pour moi. Je savais que ça allait être mal compris pour le coup. Non, c'est pour ça que je suis, parce que le projet est vraiment intéressant. En dehors d'être DevOps, d'être DevOps chez Vente Privée, c'est rose, il y a des papillons et tout, c'est cool. Il y a des beaux locaux. Moi, je suis à Amsterdam, je ne suis pas à Paris, donc les locaux, je ne les vois pas beaucoup. Mais en soi, Vente Privée est en pleine transformation tech. On n'est pas juste, on est une IT qui est limitée et autres, il faut transformer. Il y a une vraie réflexion tech, il y a une vraie réflexion autour des outils open source, il y a une vraie réflexion autour de Docker, il y a une vraie réflexion autour de tous les nouveaux sujets, que ce soit en dev, en DevOps et autres. Il y a une vraie réflexion qui est basée sur l'open source, qui est ouverte sur les écoles. Les partenariats avec l'école 42, Epitech et autres apportent ça. C'est que les projets sont vraiment intéressants. C'est pas juste pour dire on a fait un partenariat, on peut mettre le logo. C'est qu'il y a un vrai intérêt, il y a une vraie communication sur des micro-projets, sur des projets qui ont même, eux, parfois rien à voir. On a monté un hackathon la semaine dernière. Enfin, il y a plein de choses qui se font qui, moi, m'ont intéressé. C'est là que je voulais en venir. Je me suis rattrapé de mes conneries. J'aurais juste une petite question, parce que j'étais un peu surpris. Si j'ai bien compris, tu as dit que vous gériez un espace par environnement. Tout à fait. Et vous aviez dans les 20-30 projets différents, certains complètement indépendants, différents. Oui. Du coup, vous avez tous vos projets dans le même espace. Oui. Aucune isolation? Aucune isolation, non. Il y a de l'isolation. On utilise le Net Selector et les tailleurs, les labels. Enfin, on utilise les labels en fait pour séparer les services de prod et les services sensibles sur des nœuds particuliers. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, même en gérant les limites via Kubernetes, les limites de ressources, on n'est jamais à l'abri d'une fuite mémoire ou quelque chose, on ne sait pas les conséquences. On va quand même isoler certains services sur certains nœuds, via les Net Selector. Même en cas d'attaque, si vous avez un projet qui est vulnérable, vous donnez accès à tous vos projets? En cas d'attaque, la question est surtout au niveau sécurité en fait. Je pensais que c'était au niveau gestion des ressources. Au niveau sécurité, est-ce qu'un service peut attaquer un autre service? Pourquoi pas? En effet, c'est-à-dire que sur Kubernetes, là, en fait, la question est plus que correcte en fait, de mon point de vue, c'est que en effet, tu as accès au DNS, donc tu as accès à toutes les routes, donc tu as accès à tous les services. En soi, au niveau du développement, au niveau des services eux-mêmes, il y a une couche d'autorisation. Donc la sécurité est déportée sur le service lui-même, en effet. On ne gère pas au niveau infrastructure, Kubernetes et autres, et dans ce fonctionnement de la CDCI, on n'isole pas les services entre eux. Non, au contraire, on est des gentils bisounours, tout le monde parle ensemble, en effet. Autre question? Bonjour, je voulais savoir comment est-ce que vous faisiez pour automatiser le traffic shifting. Est-ce que vous passez systématiquement par l'API du namer, j'imagine, ou est-ce que vous avez développé des trucs On a un coding maison, ouais. Ok.
Voilà. Alors, on a un coding maison qui se résume à du code Go très simple, une API qui est un wrapper en fait, et un bot Slack. Il parle, il répond, et il y a des boutons pour faire les routes. Vous comptez open sourcer ou pas? Est-ce que vous comptez open sourcer ce truc-là ou pas? Bien sûr. Non, c'est vrai. C'est une vraie réponse. C'est en cours. Il y a une vraie réflexion chez Vente Privée de ce qu'on open source ou ce qu'on open source pas. Ouais, tout à fait. On a une UI qui a été open sourcée par Linkerd. Je pourrais la montrer, mais on a une UI en fait qui fait une cartographie de tous nos services à un instant T avec cette fameuse DTab, et on génère une carte en fait. Mais je peux pas la montrer là. Navré. Pas encore. D'autres questions? Il y a une autre question. J'avais une question sur les écritures en Y. Est-ce que c'est possible avec Linkerd? Je pense à un pattern qui est une montée de version d'un data store et pouvoir un peu synchroniser les deux avant de passer tout le trafic sur la nouvelle version. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites autrement? Excuse-moi, le trafic en Y. Ouais, pour écrire sur deux. Ce qu'on fait là en fait. Ouais, là c'était plutôt un pourcentage. Moi, ma question c'est plutôt 100% du trafic sur les deux en fait. Ah, on l'a demandé. Ça ne le fait pas encore. À mon grand désarroi, ça ne le fait pas. Pour mon projet, enfin la suite des projets est en fait assez simple. C'est d'utiliser Linkerd avec un trafic en Y et de pouvoir faire un event store à côté. C'est-à-dire que tout le trafic va en Y sur un event store. Et sur la nouvelle version, on peut jouer tous les events de la journée sur une nouvelle version. Ça, c'est un de mes projets. Malheureusement, Linkerd ne le fait pas. Parce que Netty, et autres, mais on l'a demandé. Ouais. Il y a une issue ouverte pour ça, et j'espère bien qu'on puisse le faire, en effet. Faire du repeating, en fait, ce qui s'appelle du mirroring de trafic. Bon. Mais non, malheureusement non. Mais si vous connaissez d'autres produits qui le font, je suis super preneur. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ah, je crois qu'il y a un autre produit qui le fait. Je crois qu'Envoy le fait, en fait. Oui, bonjour. Puisque la journée, le thème, c'est la production, est-ce que vous pouvez nous parler un peu en termes d'organisation, comment ça se passe chez vous? Est-ce que c'est DevOps, les mêmes personnes qui développent un service le supportent en prod? Ou alors est-ce qu'il y a des équipes ou une équipe qui est dédiée à la prod? Aujourd'hui, les DevOps gèrent la production. Il y a une équipe qui va s'occuper de tout l'aspect monitoring, automatisation de la production elle-même, mais les DevOps gèrent leur production. Voilà. Parce que c'est des applicatifs qui ont moins de 3 mois, pour la plupart. Donc, pour l'instant, à l'époque, chez Vente Privée, depuis des années et des années, il y a une équipe de prod qui va gérer toutes les prods, un truc monolithique assez difficile à organiser. Aujourd'hui, non, les DevOps sont responsables de la production. Et du coup, vous avez des contraintes de 24/24, j'imagine? On a des contraintes, on a des SLA, tout simplement. Ça veut dire que vous organisez des astreintes entre vous? Comment ça se passe? C'est ça, j'ai pas dormi depuis 4 jours. Non, non, ça s'organise. En effet, ça s'organise. Mais on n'a pas d'applicatif. Pour l'instant, on n'a pas d'applicatif qui soit en production, qui soit assez critique. Vision venteprivée.com, Vision applicatif mobile ou applicatif front ou paiement ou autre, qui fait qu'on est une astreinte H24. Mais c'est la semaine prochaine en fait. Voilà. Donc j'organise les astreintes en fonction. C'est dans la semaine prochaine que je dors pas pendant 4 jours. Merci. Vente privée recrute. Non, c'est vraiment plus. Sur la partie routine dynamique, Oui. je voulais savoir si vous aviez une automatisation automatique là, ce que vous avez tapé en fait dans votre terminal. Est-ce que vous avez couplé ça avec un outil qui permet de basculer le trafic en cas de quelque chose qui marche pas bien Oui, alors de base pour la livraison de base, c'est Jenkins. Jenkins va faire un call API, tout simplement. Après, en live, on a un démon codé en Go, j'en parlais tout à l'heure. C'est un démon en Go qui va analyser les erreurs, qui va analyser... en fait, on utilise Greylog, pour ceux qui connaissent. C'est de l'agrégation de logs. Et Greylog va générer des alertes. On a une API qui reçoit ces alertes-là et qui va faire un rollback sur le trafic.
Aujourd'hui, on est satisfait des délais. Parce que le problème de cette gestion-là, c'est qu'on a beau faire de la gestion de trafic et de revenir en arrière, de faire quelque chose de dynamique, mais les délais entre les différentes API, entre les différents receivers, les trappers et autres, fait qu'on fait un rollback en 10 secondes, et sur une prod, 10 secondes perd 10 secondes de marché, excusez-moi, 10 secondes d'une application, c'est pas réalisable. Donc on essaye d'avoir des délais très courts. Aujourd'hui, on tient les délais avec ce système-là, mais comme on le disait tout à l'heure, avoir un trafic en Y serait très intéressant, pouvoir analyser vraiment tout le trafic et un live du trafic et que l'API soit collée à cette réception-là. En effet, ça serait intéressant. Et on rentrerait dans des délais beaucoup plus courts. Aujourd'hui, on reste sous les 2 ou 3 secondes pour faire un rollback. Hein. C'est pas non plus infernal. Mais on a une API qui code des maisons qui est tout simple. Hein. C'est une API en Go qui code et qui reçoit des messages, qui fait du Go, qui fait du déploiement, du retour arrière et qui fait de l'analyse, qui fait du reporting un peu sur Slack. Pour l'instant, on est sur un fonctionnement vraiment DevOps, un peu petit groupe, mais oui, ça va s'industrialiser au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, ça nous suffit. Un bot Slack avec une API Go, ça fonctionne très bien. Merci. Une dernière question? Non, je ne crois pas. Après, je reste là, hein, si les gens ont des questions à me poser ensuite ou cherchent du boulot. Non, je cherche des DevOps chez Vente Privée. Donc si vous voulez être DevOps dans des environnements comme ça peut être... et vous êtes motivé, ça peut être cool. Qui a posé cette question? Si on a 2 heures, ouais, on peut en parler. Mais DevOps, ouais, c'est l'ancien ingénieur de prod qui a un peu motivé pour connaître l'application et autres. Bon, qu'est-ce qu'un DevOps? Voilà. Je ne sais pas. Chacun a sa définition du DevOps, hein, sincèrement. Mais un DevOps, c'est celui qui fait ça. Voilà. Désolé. Aujourd'hui, on a 2 fois 10 nœuds. Très simple. Simple et méchant. On veut faire de la fédération, on veut faire de la réplication, de l'hybride cluster, on veut faire plein de choses. Mais ça manque de temps, on manque de temps et de personnes. On recrute. Non, je manque vraiment de personnes. J'ai vraiment pas dormi depuis 4 jours, c'était pas une blague. C'est bueno? Pouf. Bah, merci à tous. Hein.